Aujourd'hui, dans toute une histoire, le calvaire d'Oel. Son fils, maniaco-dépressif et très violent, a disparu après sa dernière crise. Oel vit dans la crainte de sa réapparition. C'est terrifiant. On avait acheté cette maison pour lui et voilà ce qu'il en a fait. J'ai peur parce que rien ne me dit, rien ne me permet de dire qu'un jour il ne passera pas à l'acte. Et aussi l'histoire de Christophe, interné par son père après une tentative de suicide. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est ce bruit de clé. À longueur de temps, on entendait le trousseau de clés parce que tout est fermé à clé, c'est normal. J'ai eu l'impression d'emprisonner mon fils. La seule chose que je lui disais, c'était ça. Sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Vous la voulez? Maintenant, non, au contraire. Je lui dis merci. Bonjour à tous, merci. Bienvenue. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Toute une histoire avec aujourd'hui des histoires de familles confrontées à la folie et à la violence qui l'accompagne. On parle souvent de folie douce, mais la démence n'est pas toujours poétique, loin de là. Elle peut parfois être très violente. Face au tourment des malades, les familles sont forcément désemparées. Que faire? Garder auprès de soi une personne instable ou demander un internement en hôpital psychiatrique pour son fils, pour sa fille, pour son mari, pour soi-même? C'est une décision compliquée, qui est douloureuse, mais la question ne se pose pas toujours en termes de choix. Est-ce qu'on peut laisser en liberté une personne incontrôlable au risque qu'elle devienne un danger public ou même un danger pour elle-même? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Je vous présente, on va commencer avec vous, Chantal, bonjour. Bonjour. Vous avez été plusieurs fois forcée, je dirais, de faire interner votre fils, qui est schizophrène. On appelle ça une HDT. Oui, tout à fait. Une hospitalisation à la demande d'un tiers. Un tiers, oui. C'est assez stigmatisant, c'est assez dur comme terme, non? C'est terrible, il s'agit de son enfant. Quel âge avait-il la première fois qu'il a été interné? La première fois, il avait 20 ans. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 26 ans. Il passe combien de temps chaque année en hôpital psychiatrique? Disons que là, entre 2005 et 2006, il y a passé 11 mois. Et depuis vendredi, il y a de nouveau. Et à chaque fois, vous devez l'accompagner. À chaque fois, ce sont des questions. À chaque fois, ce sont des remarques. On en parlera, Chantal. Votre voisine, c'est Oel. Bonjour, madame. Bonjour. Vous vivez dans la peur de votre fils, ce qui doit être quelque chose de terrible, je pense. Votre fils a été diagnostiqué probablement bipolaire. Alors ça, c'est probablement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr en plus. Bipolaire, c'est le nouveau nom qu'on a donné à la maniaco-dépression. Un coup très très haut, un coup très très bas, et puis rarement de milieu entre les deux. Que vous a-t-il dit, votre fils, la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Fais attention à toi, tu risques de passer sous un bus et de ne pas savoir d'où ça vient. » À quel âge il a commencé à manifester de la haine pour vous? Vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans. C'est au moment de l'adolescence que ça s'est accéléré, mais en fait ça s'est déclenché après le cours préparatoire, qui est souvent... Ça a commencé en CP. En CP. La violence a commencé en CP. Qui est souvent un virage, comme l'adolescence en est un autre d'ailleurs. Rose et Simon sont nos invités, bonjour à tous les deux. Vous êtes mère et fils, vous avez été confrontés à la folie, mais indirectement à la folie meurtrière. C'est-à-dire qu'en fait votre fille, Rose, qui était votre sœur Simon, a été assassinée par un homme mentalement instable. Je pense que c'est ce qu'ils ont pu dire, mais est-ce qu'il était vraiment instable? Ça, pour l'instant, on ignore pour l'instant. Vous nous raconterez en tout cas votre histoire tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite avec celle de Christophe. Christophe souffre de maniaco-dépression, ce qu'on appelle donc aujourd'hui le fameux trouble bipolaire. C'est une succession donc de hauts et de bas, de formes très diverses. Il y a 4 ans de cela, lorsque ces troubles ont commencé, Christophe, qui est avec nous, se prenait pour un agent secret investi d'une grande mission. Sauver le pays, sauver le gouvernement. Déjouer un attentat. Vous vous en souvenez aujourd'hui? Je m'en souviens, oui. Ça a duré 4 mois. Et vous étiez prêt à tout, vous étiez prêt à éliminer tous ceux qui se mettraient sur votre chemin. Quand on se repasse l'histoire en arrière, j'imagine que ça fait froid dans le dos. Bien sûr. Pour vos proches et pour vous-même. Voici l'histoire de Christophe. Alors quand je me prenais pour un agent secret, quand j'étais dans ce trip-là, il fallait que j'ai un véhicule qui puisse être tout-terrain, où je puisse éventuellement monter sur des trottoirs, passer à des endroits où une voiture normale ne peut pas passer, avec tous les dangers que ça aurait pu représenter si je l'avais fait. Il est évident que j'avais une conduite à risque, le code de la route n'existait pas. Il y a quelques années, Christophe a traversé une très grave dépression accompagnée de bouffées délirantes. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer cet incident de parcours. Enfance classique, scolarité sans embûche, Christophe réussit de brillantes études. À 32 ans, il est à la tête de sa propre entreprise d'agroalimentaire. Sa vie a tout d'une success story. Mais du jour au lendemain, il décide de tout arrêter. Il y a 4 ans maintenant, j'ai déclenché un trouble bipolaire. C'est une affection de l'humeur.
c'est-à-dire qui se traduit par des hauts et des bas. Ces troubles bipolaires dont parle Christophe, c'est ce qu'on appelait autrefois la maniaco-dépression. Chez lui, cette maladie se traduit par de la paranoïa et la certitude de vivre dans une autre réalité. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je me suis mis dans la peau d'un agent secret. La mission qui m'était confiée était quand même importante. C'était de sauver le monde et de déjouer un attentat qui devait avoir lieu contre un homme politique. Alors évidemment, j'avais peur puisque certaines personnes voulaient atteindre à ma vie. Alors quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Quand je voyais quelqu'un qui avait un portable, c'était quelqu'un qui soit m'en voulait, soit voulait me défendre. C'était un monde qui était très très étrange. Dans son monde à lui, Christophe doit pouvoir se défendre. Il éprouve donc le besoin d'être armé. Il est vrai qu'à une époque, je me suis promené avec un couteau à cran d'arrêt. J'étais là pour remplir une mission et si quelqu'un s'était mis en travers de ma route, j'aurais pu éventuellement être dangereux pour les autres. 4 mois passent. Christophe ne vit plus que pour sa mission. Il doit empêcher un attentat et n'en dort plus. Mais la réalité finit par le rattraper. Et là, c'est une photo où je suis agent secret, mais comme c'est secret, je le dis à personne. Donc je suis quelqu'un de normal et c'est 2 ou 3 jours avant l'attentat qui devait avoir lieu. Je suis en pleine préparation psychique du rôle qui m'a été confié. Et en fait, l'attentat n'a jamais eu lieu. Et là, je me suis retrouvé devant un environnement qui était fade, qui était la réalité, mais qui n'était plus ma réalité à moi, parce que quand on est agent secret, on est au top, et ça fait mal. Et n'en pouvant plus, j'ai avalé barbiturique plus alcool, et donc j'ai fait une tentative de suicide. Parce que c'était trop dur d'accepter la réalité, à savoir que vous étiez en plein délire? Disons, quand on est dans ce monde-là, on est dans un environnement qui n'est pas un environnement réel. Et quand on retombe dans la réalité, effectivement, on est une personne lambda. Et là, ça fait mal, quoi. Vous vous êtes senti partir? Oui. Petit à petit, c'est quelque chose de très insidieux, la dépression. Ça arrive comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Et on sent qu'on va... qu'on n'a plus de goût à rien. On n'a plus de goût à rien. Alors, la dépression, c'est une chose. Les accès de décrochage avec la réalité, c'en est encore une autre. Comment c'est arrivé? C'est arrivé, j'ai commencé par changer d'attitude, j'ai commencé par pas dormir. J'ai pas dormi pendant presque 3 semaines. De suite? De suite. Et puis, petit à petit, je me suis auto-suggéré qu'il y allait y avoir quelque chose et que j'étais là pour déjouer cet attentat-là. Au point d'y croire, mais vraiment dur comme fer. Ah dur comme fer, oui. C'est-à-dire que tout le monde était pour vous des menaces potentielles pour la sécurité du pays? Alors il y avait les deux, il y avait les gens qui étaient là pour me protéger, et il y avait les gens qui étaient là pour empêcher que cet attentat puisse se produire. Donc quand vous croisiez quelqu'un, c'était soit un gentil, soit un méchant, voilà. Pour caricaturer. Voilà. Et comment vous faisiez une idée de si quelqu'un était un gentil ou un méchant? Difficile, c'est difficile, on est dans un espèce de monde qui est virtuel, qui est réel. Et c'est vrai qu'on ne cerne plus la réalité. Qu'est-ce que vous deviez faire? C'était quoi votre mission? La mission, c'était donc de déjouer cet attentat. Attentat contre qui? Contre un homme politique. Un homme politique qui existe dans la réalité? Tout à fait, oui. Qui est très connu. Mais vous pouvez dire son nom, je veux dire, c'est son... Il est Premier ministre aujourd'hui. Ah bah oui, on va y arriver là. Et donc, vous pensiez que quelqu'un voulait le tuer? Oui. Et que vous deviez le protéger? Voilà. Parce que c'était le gouvernement français qui était en péril. Alors vous étiez armé pendant toute cette période, vous n'avez pas une arme à feu parce qu'en France c'est très difficile de s'en procurer, et j'ai envie de dire tant mieux. Vous aviez un couteau à cran d'arrêt, comme un ado? J'avais un couteau à cran d'arrêt, j'avais de temps en temps un couteau à cran d'arrêt. Dans quel but? Dans le but de me protéger, puisqu'il y avait des gens qui m'en voulaient, ou qui auraient pu m'en vouloir. Donc heureusement je m'en suis jamais servi. Vous auriez pu vous en servir? Je sais pas, avec le recul je sais pas. Dans l'action, c'est pas une action, mais sur le moment peut-être. Oui, dans le délire de l'action, quoi. Dans le délire de l'action, ouais. Peut-être. Ça vous inspire quoi, Rose, ce témoignage? C'est dur à entendre. Par rapport à l'histoire de votre fille, comment ça résonne en vous? C'est très dur. Quand ça arrive à des personnes comme ça, il faut qu'ils soient pris à l'écoute, quel que soit dans un milieu médical. Il faut que ça soit écouté, sinon... Votre fille a été assassinée par un déséquilibré mental.
C'est un monsieur qui se sentait partir, hein, qui avait été demandé à être hospitalisé, qui n'a pas été retenu à l'hôpital, qui est reparti dans la rue et là... Et il a tué. Il est passé à l'acte. Quand vous observez ce jeune homme qui a l'air franchement... Qui a l'air comme s'il était parfait, hein, comme si aucun danger, je vais le croiser, je ne vais pas me méfier. Hein, et il est beau, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il a le diable en lui, parce que c'est quelque part, ce sont des personnes qui représentent le diable, quoi. Comme je dis, ma fille a croisé la route du diable. Vous pensez qu'il y avait quelque chose en vous, comme un alien ou un démon qui vous... Non, pas du tout. Et je dirais que mon délire était pour le bien. Il fallait sauver Villepin, quoi. Voilà. Ouais, c'est rigolo, mais enfin, ça n'a pas été pour vous. C'était une période agréable à vivre, avec la responsabilité qui vous accompagnait, vous qui avez besoin de responsabilité, visiblement. Les périodes de dépression que j'ai pu vivre étaient pour moi une énorme souffrance. Et j'en ai fait une après cette période maniaque, d'ailleurs qui a abouti à un internement. Mais vous étiez en dépression, vous êtes monté en période maniaque et vous êtes retombé en dépression. Voilà. Le problème, et là je vous rejoins, c'est qu'à l'époque, personne ne m'a jamais rien dit. Et j'ai fait 2 ans de dépression alors que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Et rien que ça, il devait y avoir des signes de bipolarité derrière. Vous en pensez quoi, Chachi? Vous l'avez vécu de près, vous étiez le seul à être dans la confidence, quasiment. La première fois que votre ami vous a dit qu'il était là pour déjouer un grand complot contre le Premier ministre, comment vous avez réagi? Je savais pertinemment que là, il était dans son monde-là, mais pour moi, les raisons étaient ailleurs. Je pensais que là, il n'avait pas dormi pendant quelques jours, donc il fallait qu'il dorme absolument déjà. On a essayé avec des somnifères, ça n'a pas marché. Et la deuxième démarche était qu'il aille consulter un psychiatre, parce que c'est la personne la mieux placée pour décider quoi que ce soit. Vous en parliez avec lui de ça? J'en ai parlé très doucement, très attentivement, pour ne pas le brusquer. On avait appelé le psychiatre, il voulait que ce soit plutôt le sujet qui l'appelle. Et pour ça, pour Christophe, il en était hors de question qu'il aille consulter un psychiatre. Vous vous souvenez de ces conversations avec Chachi? Oui. Mais il ne fallait surtout pas le lâcher, en fait. Il ne fallait pas le lâcher dans la nature parce qu'il était loin des parents et il venait de se séparer de son ex et qu'il était tout seul en fait chez lui. Et il m'en parlait de temps en temps que là, il voyait quelque part, sans doute, il a eu des hallucinations visuelles, qu'il voyait quelque part le diable en fait. Voilà. Vous vous souvenez de ça? Entre autres dans son... Des hallucinations visuelles? Ça, c'est arrivé une fois quand j'ai été... parce que suite à cette période-là, c'était le 14 juin et le 15 juin, il ne s'est rien passé. Bon, j'ai été... Vous pensiez que le 15 juin, c'était le jour de l'attentat? Oui, 15 juin. Et j'étais très loin, puisque Chachi m'a récupéré une journée avant, et il habitait au 7e étage, et je voulais me balancer du balcon. Pourquoi? Pour déjouer l'attentat. Quel rapport de cause à effet? Parce qu'il fallait que je sois sur place pour le problème. En sautant par la fenêtre? Voilà. Parce qu'il m'empêchait, il voulait me garder chez lui, et moi je voulais absolument partir pour réaliser cet objectif. Et l'idée que cet attentat soit le 15 juin, pourquoi? Ça vient d'où? Alors c'est une date précise qui est l'anniversaire du décès d'une des personnes qui comptait le plus pour moi. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous faites beaucoup d'associations d'idées. Et il y a des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et à un moment donné, vous allez les regrouper et vous allez donner un sens à tout. Mais le fait qu'il ait un couteau dans la poche, vous le saviez par exemple? Oui, il m'en avait parlé, c'était uniquement pour se protéger. Il m'en avait parlé ouvertement qu'il avait un couteau et je l'ai récupéré plus tard parce que je savais que ça aurait pu être dangereux pour quelqu'un d'autre dans la vie quotidienne. Ouais. Je vois tous les invités qui sont devant nous, là, qui sont en train de vous regarder comme ça, parce que, en se disant est-ce que ça se voit, est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Ça peut arriver à tout le monde. C'est une affection de l'humeur et il y a 5 ans, j'aurais écouté une émission ou entendu quelqu'un parler comme je parle. Je me serais dit, mais moi, c'est impossible, c'est pas possible. Sauf que ça m'est arrivé et que, mon avis, personne n'est à l'abri de ça. Il y a des gens qui sont prédisposés, mais personne n'est à l'abri de ça et je pense que le professeur Ollier peut-être pourra en parler. Vous voulez en dire 2 mots, professeur? Bonjour. Bonjour. Sur le fait que ça puisse arriver à tout le monde, ou est-ce qu'on a un terrain prédisposé pour cela? Oui, l'origine de la maladie bipolaire, qui est une maladie qui débute en général entre 20 et 30 ans à peu près, cette origine, elle est à la fois avec des facteurs innés, en partie génétiques, et aussi des éléments de vie qui vont éventuellement réveiller cette vulnérabilité ou ne pas la réveiller.
Et globalement, on considère que 1% de la population générale, ce qui est énorme, c'est-à-dire que 1% d'entre nous peut, ou plutôt pas peu, va développer une maladie bipolaire qui va, comme Christophe l'a bien dit, se caractériser par des périodes de surpuissance, d'euphorie, et puis des périodes de dépression. Vos parents apprennent la chose. Un jour, Christophe, pour eux, c'est un choc quand ils découvrent à quel point vous allez mal. C'est une épreuve d'autant plus difficile que les médecins leur conseillent immédiatement de vous faire interner dans un hôpital. Réaction et histoire. Christophe a tenté de se suicider et pour les médecins, il risque de récidiver. Pour le protéger de lui-même, il faut l'interner, bien qu'il s'y oppose. C'est donc à son père que revient cette décision. Jusqu'à ce que je sois prévenu donc de sa TS, je ne pensais pas que c'en était à un point pareil. Et moi, ne voulant pas aller de mon propre gré à l'hôpital psychiatrique, mon père a été obligé, ou on lui a plus ou moins obligé à signer une HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. Et donc là, quelque part, j'ai pas eu le choix et je me suis retrouvé à l'hôpital. En fait, l'hospitalisation s'imposait pour lui, pour son bien-être. Mais à l'époque, je ne le savais absolument pas. Pour moi, c'était on m'enlève mon fils, on me contraint, on me force à l'hospitaliser. Et ça, c'était très important, c'était une grosse déchirure pour moi et pour mon épouse. Je me suis retrouvé en pyjama. Et là, je me suis retrouvé dans un monde que je connaissais pas. J'ai eu l'impression d'emprisonner mon fils. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est ce bruit de clé. À longueur de temps, on entendait le trousseau de clés parce que tout est fermé à clé, c'est normal. Et ça renforce encore cette idée de dire est-ce que je vais en sortir, comment je vais en sortir. Christophe restera 12 jours à l'hôpital et terminera sa convalescence chez ses parents. L'occasion pour le père et le fils de se retrouver et de parler de cette expérience douloureuse. Entre nous, il y a eu une coupure du fait justement de cette hospitalisation. Et l'un et l'autre, on s'est un petit peu... Je crois que surtout, c'est que j'ai jamais accepté le fait que tu m'aies hospitalisé sans mon consentement. Sur le coup, j'étais très en colère d'avoir eu beaucoup de ma liberté prise par mon père, par mes proches. En fait, j'ai eu très peur de perdre ta confiance après. J'ai eu peur que le dialogue ne se rétablisse pas entre nous deux. Que tu m'en veuilles à tout jamais. Vous voulez? Maintenant, non, au contraire. Je lui dis merci. Ouais. Mais sur le coup, oui. Sur le coup, j'ai eu, comme c'est dit dans le reportage, j'ai eu une impression d'enfermement, où je rentrais dans une machine à broyer et je n'étais plus maître de rien, quoi. Et, mais avec le recul, évidemment, merci, quoi. Chantal, vous mettez à la place de ce père? Oui, oui. Et à la place de ce fils? Ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est vrai que c'est terrible. Moi, je sais que la première hospitalisation de mon fils, il est d'abord rentré... on a demandé ça par sécurité parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Donc, il devait rester 48 heures au Hasenrein à Mulhouse. On m'a annoncé que bon, il était schizophrène tout de suite au bout de 48 heures et qu'on ne me le rendait pas, que j'avais le suicide à ma porte. Donc, d'office, là, ils l'ont interné eux-mêmes. On m'a demandé de ne pas voir mon fils pendant 3 semaines, donc la décision a été terrible, mais nous n'avons pas pu tenir parce qu'il avait 20 ans. Donc 20 ans, pour moi, c'était plein d'espoir pour mon fils, ah bah oui, 20 ans. Plein de projets, parce que quand on a des enfants, on a des rêves pour eux et on souhaite que leur bonheur. Et un matin, mon mari avait travaillé de nuit, le psychiatre me téléphone et me demande si je voulais prendre la communication de mon fils. Alors, je lui dis, mais bien entendu, je ne vais pas refuser de parler à mon fils. Il me dit, parce que ça s'est très mal passé cette nuit. Il a menacé l'infirmière. C'est la première fois que, justement, il a dit des choses pareilles. Le psychiatre m'a dit qu'il a menacé une des infirmières que si on ne le laissait pas partir, il la tuerait. Donc, bien sûr, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Vous l'avez au téléphone? Vous l'avez pris au téléphone? J'ai pris mon fils au téléphone qui me disait « Mais où tu m'as mis? Je suis chez les fous, je ne resterai pas là-bas. Cherche-moi, cherche-moi. » Donc, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui croire. On ne croit pas à ce qu'on nous a dit, qu'il était schizophrène. Donc, j'ai appelé mon mari, j'ai dit au médecin, donnez-moi 5 minutes. Et mon mari m'a dit, on le cherche.
Nous n'avons pas pu tenir. Bon, le psychiatre l'a très mal pris. Il nous a dit que des parents qui ne marchaient pas avec eux, ça ne pouvait absolument rien donner. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons dû signer une décharge, nous avons sorti David. Et mon fils, quand on nous a... C'est terrible, c'est la première fois que je rentrais dans un hôpital psychiatrique, quand on vient comme ça et que vous avez une vitre. Et je voyais mon fils passer de long en large, comme ça, en attendant, dans un... je pense, complètement shooté. Ils n'avaient peut-être pas le choix, je ne sais pas. Et quand il s'est retourné au bout du couloir, qu'il nous a vus, il est venu, il m'a pris la main comme un enfant. Et là, comment voulez-vous qu'on puisse... on ne peut pas, c'est pas possible. Donc on a pris notre fils et on est parti en se disant que jamais plus on le remettrait là-bas. Vous avez des souvenirs de quel type de l'hôpital psychiatrique? Pourquoi vous souriez? Non, parce que ce que dit Chantal, je l'ai vécu. Donc, de l'autre côté? Ouais. Et c'est vrai que c'est un monde à part. Hyper dur. C'est un monde à part. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. Oui, on le comprend maintenant. Mon fils est malade depuis 6 ans. C'est même moi qui, des fois, appelle au secours parce que c'est des maladies qui ne sont pas faciles pour la famille. On a d'autres enfants. C'est même vous, parfois, qui le conduisez à l'hôpital psychiatrique? Je l'ai fait une fois, mais je ne le ferai pas 2 fois puisque mon fils... C'est terrible, ça. C'est terrible. Je l'avais dans la voiture. Mon mari n'était pas là. Mon autre fils est venu avec moi et ce n'était que des insultes parce qu'il me menaçait de mort en sortant, qu'il ne me louperait pas. Et il vous faisait peur, au point de vous faire peur? Jamais il m'a fait peur. Je protège plutôt quand il n'a pas eu beaucoup de crises de violence, parce que c'est un garçon qui est plutôt replié sur lui-même, qui ne parle plus. Quand il a été en crise, je fais partir mes 2 autres enfants, mais moi, non. Vous n'avez pas peur pour vous? Non, je n'ai pas peur pour moi, non. Oui, vous avez peur pour vous, vous? Oui. Véritablement? J'ai peur parce que rien ne me dit, rien ne me permet de dire qu'un jour il ne passera pas à l'acte. Vous l'avez déjà demandé une HDT? Alors, sur les conseils du psychiatre qui l'avait diagnostiqué et de son médecin traitant, ils m'ont dit qu'il faut demander une HDT pour arrêter cette fugue. Ça veut dire que donc, vous êtes la maman qui va signer l'enfermement de son fils? C'est très dur. Docteur, comment on peut interner son enfant contre son gré? Comment fonctionne le principe de la HDT? Je voudrais dire d'abord, si vous le permettez, que c'est un acte d'assistance et qui donc est un acte d'amour potentiellement, mais c'est aussi une décision atrocement difficile, bien sûr, que d'avoir à prendre la décision comme ça de demander effectivement une hospitalisation sous contrainte qu'on appelle l'HDT à la demande d'un tiers. N'importe qui peut faire enfermer n'importe qui? Mais absolument. N'importe qui peut assister n'importe qui. Ah, ça va intéresser des gens là, qui se disent tiens, lui, je l'aime pas. Mais c'est une très grande responsabilité, ça ne se fait pas comme ça à la légère. Pour prendre effet, il faut tout de suite un certificat médical. Donc il faut un médecin qui approuve. D'un médecin qui dise, qui valide médicalement la pertinence et le bien fondé de cette demande. Et dans les 24 heures qui suivent, il faut un deuxième certificat d'un deuxième médecin spécialiste obligatoirement cette fois-ci, qui confirme le bien fondé de l'hospitalisation sous contrainte à ce moment-là. Pour éviter les complots, comme disait Christophe tout à l'heure, contre quelqu'un, et pour éviter que quelqu'un se mette d'accord avec un médecin, on prend des sécurités supplémentaires? Pour éviter tout à l'heure que vous me fassiez interner alors que je n'en ai pas besoin. Vous êtes sûr? Je ne sais pas, je le crois. Quelle image vous avez de l'hôpital psychiatrique, Chantal, avant d'y entrer? Oh là là. Enfin, avant d'y laisser votre fils? D'y laisser, oui, puis d'y rentrer aussi. Oui, d'y entrer. C'est pareil, d'y passer. C'est terrible. C'était quelque chose que je me disais toujours, nous, notre hôpital psychiatrique en Alsace s'appelle Rouffach, et c'est très ancien, donc c'est un asile de fous pour nous, quand on parlait de... Voilà. Donc quand on m'a dit, parce que c'est par secteur, que mon fils allait à Rouffach et ne restait pas à l'hôpital de Mulhouse, c'était l'horreur, c'était l'horreur. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que mère quand votre fils vous a dit que vous l'abandonniez? C'est terrible parce qu'il m'a demandé pourquoi je l'avais mis au monde pour lui faire une chose pareille. Oui, il y a l'idée qu'on a donné la vie, qu'on est en train de la reprendre. Il est en train de la reprendre, oui, on est en train de la reprendre. Vous vous souvenez de ce que vous a dit votre père au moment de l'internement? Il m'a dit j'ai pas le choix, il m'a dit c'est pour ton bien. Après on n'a plus communiqué pendant pratiquement 10 jours. Parce que moi je ne lui demandais qu'une chose, c'était de me sortir de là. Et la seule chose que je lui disais, c'était ça, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Donc on est arrivé à un moment donné où il n'y a plus du tout de communication.
Et après, il y a eu quelqu'un, il y a eu un médiateur qui est intervenu, un monsieur qui s'appelle Jean-Marie, qui a vécu la même chose, qui est président d'une association de dépressifs et maniaco-dépressifs, et en fait qui a été le médiateur entre moi et mon père. C'est marrant parce que les 10 premiers jours, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, mais à la fin, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas sortir. Parce que je me sentais bien, je me sentais protégé. Alors ça veut dire peut-être que l'hôpital a bien fait son travail, si je... Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et j'ai passé aujourd'hui un accord moral avec le psychiatre qui me suit, et je lui ai dit, si prochaine crise que j'ai, je prends ma valise et je viens direct. Vous avez peur de cette crise? Non. Enfin, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je travaille sur ce trouble-là, donc je connais mes signes précurseurs, je connais mes éléments déclencheurs, je me suis fait beaucoup d'autopsychopédagogie pour essayer justement de sentir si une crise doit arriver. Et j'ai eu un départ haut et un départ bas l'année dernière, mais j'ai réussi à les gérer. Nous allons découvrir l'histoire d'Oël maintenant. Christophe nous a dit que l'hôpital l'a aidé à reprendre pied. C'est ce que vous auriez voulu pour votre fils, Oël? Absolument. Je pense que c'était le seul moyen de mettre un terme à sa fugue et puis à toutes les conséquences qui en ont découlé. Il a été diagnostiqué probablement bipolaire. Alors c'est assez étrange, probablement. Ça veut dire qu'on est dans le doute aujourd'hui encore. Il s'est mis à devenir violent au point qu'aujourd'hui, vous vivez dans la peur de votre propre enfant. Regardez. Voilà, donc là on est chez moi, enfin chez nous, dans ce qui était une maison il y a quelques temps encore. Ça, c'était le bureau de son père. Oël est la maman d'un grand-fils de 18 ans qui souffre probablement de maniaco-dépression. Sa maladie s'exprime par des crises d'une rare violence envers sa mère et tout ce qui lui appartient, notamment la maison familiale. On peut avoir toutes les explications qu'on veut. Ça peut être une crise de violence, ça peut être l'impulsivité, ça peut être le fait qu'il sente une limite. Une porte qui est fermée, c'est une limite. Ça veut dire aussi « je suis chez moi ». Je fais ce que je veux. Ce que je ne comprends pas, c'est que, en saccageant la maison, il saccage aussi ses affaires. Pour moi, je trouve ça terrible. C'est lui que je plains, parce que si lui ne va pas bien, moi je vais bien, moi je peux me reconstruire. Lui, je ne sais pas. Et je crois que c'est surtout ça mon angoisse. C'est terrifiant. Depuis plus d'1 an, Oël ignore où vit son fils et s'il se soigne, mais elle redoute à tout moment de le croiser et n'ose plus sortir non accompagnée. Le problème, c'est qu'il m'a quand même dit qu'un jour, que quand il conduirait, il m'a dit bon bah si par hasard je te vois, pousse-toi. Un jour, tu passeras sous un bus et tu ne t'en rendras pas compte. Enfin, j'ai eu des menaces. Et compte tenu de ce qu'il est capable de faire et de sa violence, rien ne me dit qu'il ne passera pas à l'acte. Quel genre de bébé c'était? C'était un enfant superbe, en bonne santé, qui riait tout le temps, qui jouait énormément, qui mangeait bien, qui dormait beaucoup, enfin adorable. On a du mal à imaginer, quand on voit un si joli petit poupon, et puis même ton visage épanoui, on a du mal à imaginer l'enfer qui t'a fait vivre et qui te fait encore vivre. Les relations ont été, je vais pas dire idylliques, mais enfin ça a été vraiment, ça n'a été que du bonheur jusqu'au moment où il est entré en CP, où il a commencé donc à goûter aux contraintes de l'apprentissage. Et ça se traduisait comment? Par exemple, quand il était en crise, c'était quoi le facteur déclenchant? Il suffisait qu'on lui dise non, et il prenait ce qu'il avait sous la main, il le jetait, des fois en riant d'ailleurs. Il allait piquer sa colère dans sa chambre, il revenait, il demandait pardon. Pardon maman. Et il recommençait aussitôt. Aujourd'hui, Oël évite les déplacements, elle préfère dormir sur son lieu de travail. Elle vit dans son cabinet d'orthophoniste. J'ai décidé d'élire domicile dans mon cabinet. Et je m'installe ici le soir. Et je ne prends pas d'appartement pour le moment parce que je crains que mon cabinet ne subisse le même sort que la maison. Donc voilà, je m'installe ici
je ne vis pas parce que je vis dans la crainte de l'agression. Il était tout petit quand il a commencé à porter la main sur vous. Quel âge avait-il? En CP, 6 ans. Mais plus qu'un enfant qui se rebelle contre ses parents, enfin quelque chose de plus violent? C'était des coups de pied, oui, c'est-à-dire que c'était un enfant qui était très fort, déjà tonique. Un petit athlète, hyper actif. Je pense à Christophe, très intelligent, manifestement très intelligent, mais d'une violence qui pouvait être extrême. Et on était étonnés qu'un enfant de cet âge soit capable d'avoir autant de force. Mais par exemple? Les coups de pied. C'était vraiment des coups de pied. Ça a commencé par des coups de pied qui se manifestaient par des hématomes. Hein. Sur vous? Oui. Sa violence était tournée que contre vous? Parfois contre son père. Mais en général, c'était moi parce que son père travaillait à Grenoble, donc rentrait tard, vers 9h30, 10h. Donc le moment des devoirs m'était consacré. C'était le sommet du déclenchement des pulsions? C'était les devoirs. Quand il était violent, il le regrettait. Après, il devenait très tendre, il venait me voir, il me faisait un gâteau. Enfin, il était vraiment il venait sur mes genoux, il m'embrassait, il me disait « Maman chérie, je t'aime, je ne fais pas exprès ». Il avait quand même conscience, il m'avait dit une chose importante, parce qu'il était quand même jeune, il me dit « Tu sais, c'est pas de ma faute, mais… » il faut que je le fasse. Donc il avait besoin de cette crise, et après cette crise, c'était terminé. Il faisait ses devoirs en 5 minutes, et puis tout se passait très bien. Vous pensez, professeur, qu'un enfant de 8 ans peut berner un psychiatre? Ça vous fait sourire? Là, on est en train de parler d'une situation, probablement d'un enfant, qui manifeste, disons, des comportements où quand même, d'après le récit de sa maman, là ce soir, il y a à la fois de la potentielle explosivité, il y a à la fois un refus de la contrainte et donc de la frustration, et effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'un enfant à la fois explosif, ténique, et avec donc des modifications comme ça du caractère, des difficultés de socialisation, il faut dire les choses, dès la scolarité, on peut imaginer effectivement qu'il trompe son monde, puisqu'il est manifestement très intelligent. On a parlé beaucoup aussi de la dangerosité. Je veux dire, et madame disait qu'elle a peur. C'est vrai, lorsqu'on regarde les statistiques… 14 mois que madame n'a pas vu son fils. Oui, mais quand on a des statistiques, les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux ne sont pas plus dangereuses que la population générale, sauf dans 3 situations. Lorsqu'elles ne sont pas ou plus traitées, lorsqu'elles sont désocialisées, et lorsqu'elles prennent des toxiques. Évidemment, lorsqu'on est désocialisé, les toxiques souvent ne sont pas loin. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, alors là, il y a une dangerosité décuplée potentiellement et des risques de passage à l'acte. Mais dès lors que le diagnostic est porté, qu'il y a un suivi, qu'il y a un traitement, la dangerosité n'existe pas plus que dans la population générale. Et je vais insister parce que, on l'a dit tout à l'heure, les mesures d'hospitalisation sous contrainte, certes, sont faites pour protéger, mais surtout, elles sont faites pour soigner à des moments où l'état de maladie ne donne plus au sujet, ne laisse plus au sujet la capacité de reconnaître cette maladie et la nécessité de soins. Ouais, de se contrôler. Ouais. À 14 ans, ça s'est amplifié. Ouh là, vous faites une drôle de tête, Well. Non, je repense à ce qu'il a dit à un pédopsychiatre de Lyon. Il lui a dit « Oui, c'est vrai, je m'amuse avec les psychiatres ». Mais en même temps, il n'a jamais refusé une consultation. Il était même content d'y aller parce que c'est très ambigu. C'est quelqu'un d'ailleurs qui m'a écrit, j'ai des lettres où il m'écrit « Je suis malade, je le sais, je fais souffrir autour de moi, mais on ne veut pas me soigner ». Je pense qu'il attendait qu'on fasse ce diagnostic, je dirais un petit peu sans sa participation. Et il a tout à fait… qu'on prenne le dessus sur lui, alors. Absolument, mais je pense qu'il a fait beaucoup de provocations parce qu'il attendait ses limites. Il était à la recherche de limites. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 18 ans. C'est-à-dire qu'il est parti à moins de 17 ans? 17 ans et demi. 17 ans, oui. Vous l'avez revu depuis? Une fois. Et là, j'ai rencontré un garçon que je ne connaissais pas, c'est-à-dire crâne rasé,
Un regard noir, alors qu'il a les yeux bleus, mais vraiment, je croyais qu'il avait les yeux noirs. Plein de haine. Physiquement, il avait forci. Méconnaissable. Rose, votre fille a été assassinée par une personne qui souffrait apparemment d'un trouble mental. Vous comprenez le désarroi et la peur d'Oel face à son fils qui pourrait potentiellement être dangereux pour tout le monde et pour elle en particulier? Tout à fait. Vu le reportage, la manière que son appartement a été saccagé, c'est vrai que c'est un enfant qui est très dangereux pour sa maman. Bon, maintenant, il faut tout faire pour que cet enfant-là soit soigné. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, il ne faut pas le laisser comme ça. Mais vous pouvez demander son hospitalisation quand même à la demande d'un tiers. Vous ne voulez pas le faire? Vous avez peur qu'il vous en veuille? Je pense que là, ça risquerait de très mal se passer parce qu'il a de l'argent, il est hérité de son père, et je pense que ce qu'il ne fera pas lui-même, il est tout à fait capable de le faire par un autre, de le faire faire par un autre. De payer quelqu'un pour vous? Oui, absolument. Donc vous vous sentez menacé, quoi, directement? Oui, mais il s'en est pas caché d'ailleurs. Mais il n'y a pas moyen de vous protéger, vous? Comment? Où est votre fils aujourd'hui? À une centaine de kilomètres, je pense. Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? Alors, j'ai reçu une publication de mariage. Donc, c'est monsieur et madame X sans profession. Voilà, donc... Un faire-part de mariage? Une publication, c'est pas un faire-part, enfin, c'est la publication qui est Des parue bancs? dans le journal, oui. Il est marié, vous pensez? Je pense, oui. Je vous sens aussi extrêmement victime, enfin, je veux dire, dans le sens où vous dites, j'ai bien compris que pour lui, j'étais la mère toxique. Pour tout le monde, hein, je pense. Enfin, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, oui. C'est dur à porter, ça. Hein? C'est très dur parce qu'il passait toujours avant moi. Et comme il est... bon, c'est un enfant surdoué, en plus. Enfin, détecté, étiqueté surdoué. Pas précoce, surdoué. C'est différent encore, je crois. Et capable de raconter des histoires, mais à dormir debout. Très convaincant, très charmeur, capable d'être, sur un laps de temps relativement court, très calme, très posé, très logique. Sentiment de surpuissance qu'exprime le fils d'Oel, Christophe, qu'est-ce que vous en comprenez? Parce que c'est ça. Il est dans la toute-puissance. Il est... je pensais beaucoup, quand j'entendais Christophe, à un moment, j'ai eu froid dans le dos parce que j'ai cru qu'il y a énormément de points communs avec lui. C'est-à-dire que, bon, lui, ne se sentait pas investi d'une mission. Enfin, si, quelque part, c'est la même chose dans la mesure où il m'a dit, je lui ai demandé la première fois, mais pourquoi te promenais-tu dans les rues avec un pistolet à billes? Il m'a répondu, eh bien, quand on rencontre une bande de macaques, on n'a qu'une chose à faire, sortir son arme. C'est de la provoque ou c'est de la... où il le croit à ce moment-là quand il le dit? Alors ça, je ne sais pas. Ça pensez, Christophe? En dehors de la crise, de ce que vous venez de dire et de ce que j'ai vécu, par rapport à la description de votre fils, je me retrouve énormément. Ah bon? Côté charmeur, intelligent, et mes parents m'en ont parlé, où j'avais aussi la réponse avant que la question soit posée. Voilà, c'est ça. Arriver à manipuler qui on veut, quand on veut, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais et c'est lié aussi à des dimensions de personnalité qui sont l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, l'intuitivité. Et on travaille beaucoup dessus, et c'est vrai que ce sont quelque part des atouts quand c'est bien géré. C'est ça, voilà, c'est ça. On est en train de dépeindre une somme de qualités qui sont très agréables et très enviables, et en même temps leur corollaire est extrêmement effrayant. C'est un hyper émotif, hyper sensible et hyper intuitif. Le portrait qu'on fait d'une personne psychotique, une personne qui est en tout cas en décalage par rapport à la réalité, ça vous fait penser au profil du meurtrier de votre fille? Je ne sais pas trop, hein, parce que lui, il vivait, jusque-là, il vivait une vie normale, parce que jusqu'au jour du drame... Hein, Quel âge avait-il quand il a assassiné votre fille? 35 ans. Vous nous raconterez votre histoire dans un instant, madame. Comment ça s'est passé et peut-être ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter aussi. Dans un instant, juste après, d'ici ce petit message de la rédaction, regardez, c'est peut-être un message qui vous concerne. Vous vous êtes mis en couple avec votre meilleur ami. Vous êtes jaloux du ou de la meilleure amie de votre conjoint.
Vous avez eu un enfant avec votre meilleur ami. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. J'ai encore le bruit dans les oreilles, vous savez, clac, clac. Mais ça a été en une fraction de seconde. Puis j'ai vu l'étincelle, j'ai regardé, je me suis tournée vers mon mari. Et puis là, j'ai vu le trou dans le dos. Alors il s'est effondré, il s'est effondré. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de ces personnes qui se retrouvent malgré elles au cœur d'un fait divers. Et aussi l'affaire Flactif avec Mario, c'est lui qui a découvert la disparition de sa famille dans leur chalet du Grand Bornand. À 14 ans, j'étais loin de me douter que j'allais rentrer dans une affaire comme ça. 3 ans après l'assassinat des Flactifs, Mario est toujours traumatisé. Et après ce qui s'est passé, je me suis créé une sorte de muraille pour pas craquer. Quand on a eu accès à voir les restes des corps, il n'a pas versé une larme. Pas pleuré? Non. Je voulais, pour moi, pleurer, c'était montrer une faiblesse par rapport à l'assassin. Donc j'ai jamais voulu pleurer. Christophe Noël, j'ai dû vous interrompre pendant la coupure, mais visiblement vous étiez d'accord sur tout, quoi. C'était sur le diagnostic de votre fils, sur... Vous pensez qu'il est bipolaire? Je retrouve tout à fait Christophe. Et quand vous voyez se Christophe, retrouve dans mon fils. Vous n'avez pas peur de Christophe quand vous le voyez? Ah non, mais quand vous voyez mon fils calme, il est adorable. C'est un amour de garçon. C'est le garçon le plus gentil qu'on puisse imaginer, généreux, même prodigue. S'intéressant aux gens qui souffrent, capable de manifestations de tendresse. Il y a des moments où il ne sait pas quoi faire pour être gentil. Il m'a même fait de la cuisine, il cuisine très très bien parce qu'en plus il est doué en tout. La musique, le sport, le foot, l'escrime, l'informatique, et il ne fait rien. C'est ça qui est dramatique. Et il a seulement 18 ans. Et il a 18 ans. Et pour moi, ça c'est le drame. Demandez à Rose et Simon de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Rose? C'est la photo de ma petite fille. Ça veut dire que ma fille, elle a laissé une fille de 2 ans. Elle n'est pas là pour parler de sa maman. Si elle était un peu plus grande, elle aurait été à ma place. Donc je prends la photo comme si elle m'accompagnait un petit peu. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? 2 ans. Il y a combien de temps que vous avez perdu votre fille? Le 1er juillet. Oui, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Comment vous avez appris les circonstances dans lesquelles s'était passé le drame, Simon, votre sœur? En fait, c'était ma sœur, mon autre sœur Sonia, qui avait reçu un appel de la police et qui lui a informé qu'elle devait se présenter au commissariat avec des éléments personnels pouvant appartenir à ma petite sœur. Et assez rapidement, on m'a appelé et puis on s'est rendu au commissariat de police. Donc, durant l'attente, on a été vus tour à tour. J'ai un ami qui est rentré dans le commissariat, donc ma première réaction, c'était de lui dire drôle d'endroit pour se rencontrer ici. Et là, il me dit oui, effectivement, il y a eu un assassinat dans ma rue cette nuit. Donc, évidemment, comme on savait que c'était dans cette rue-là précisément qu'on avait perdu la trace de ma petite sœur. Vous avez fait le lien? On a fait le lien assez rapidement et ça s'est confirmé après, une fois, avec l'inspecteur de police. Qu'est-ce que vous avez appris de l'identité de celui qui avait donné les coups de couteau et de sa santé mentale? Je vais vous dire Jean-Luc. C'est bien Jean-Luc. C'est bien Jean-Luc Rose. Lorsqu'il était au moins 9 h à peu près du matin, donc ma fille, mon autre fille m'appelle, tiens maman, il y a la police qui m'appelle, je suis convoquée, il faut que je me rende au commissariat. Je lui dis pourquoi, il me dit je ne sais pas. Tout ce que la police m'a dit, c'est qu'il faut que j'aille le plus rapidement possible. Il faut que je trouve une photo. Si j'ai une sœur, il faut que je vienne avec une photo. Et dès l'instant que ma fille m'a dit il faut que je ramène une photo, parce qu'il ne nous a pas dit photo, j'ai plusieurs filles, mais photo de qui, je ne sais pas. Il me dit mais pourquoi? J'ai dit d'abord, j'ai lui posé la question, elle est où Élodie? Vous essayez de l'appeler pendant ce temps-là? Oui, j'essaie d'appeler tout de suite ma fille au téléphone et je suis tombée sur le répondeur. Et tout de suite, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai senti l'adrénaline, je me suis dit, tiens, j'ai un pressentiment qu'il se passe quelque chose. Oui. Et puis le fait que la police ait demandé une photo,
Je dis en général, lorsqu'on demande une photo, ça veut dire qu'il y a une personne qui a disparu ou qu'on trouve elle est morte, il faut identifier. Ah, je dis, c'est pas possible, là, mon cœur... Et j'ai eu le réflexe tout de suite d'appeler mon fils. Je dis, écoute, je m'en vais chercher ton autre sœur pour qu'on se rende au commissariat. Je ne vais pas aller toute seule. Il faut venir avec moi. Et tout de suite, il me dit, maman, pourquoi? Il me dit, cherche pas à comprendre. Je viens te chercher, il faut qu'on aille au commissariat. Vous allez le chercher. Donc, nous sommes arrivés au commissariat. Je me suis annoncée. Je dis, je suis madame. Vous avez convoqué ma fille. Je voudrais savoir pourquoi. Il me dit, bon, vous restez à la salle d'attente. Nous allons questionner d'abord votre fille. Donc, nous sommes restés à la salle d'attente, mon fils et moi. Pendant ce temps, mon autre fille était en train de se faire auditionner. Et puis, il se passait des heures, mais je commençais déjà à trembler de toute ma chair, quoi, de tout. Moi, je savais un pressentiment. Je dis, ça, c'est quelque chose que... Et j'ai repris encore le téléphone, j'aurais téléphoné à ma fille. Répondeur. Puis, je vais voir l'accueil, les hôtesses. Je dis, écoutez... vous avez convoqué ma fille, mais je voudrais savoir pourquoi, parce que je suis la maman. Et non, attendez. Bon, ben, si je n'étais plus tranquille, de toutes les façons, le pressentiment, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Dans quelles circonstances elle a été assassinée? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout commence lorsqu'un homme se présente à l'unité d'urgence d'un hôpital psychiatrique avec ce qui semblerait l'envie d'être interné. Après, pour des raisons qui semblent encore inconnues et qui n'ont pas été affirmées ni confirmées, l'hôpital ne l'a pas pris en charge, lui donnant l'occasion de retourner à son domicile pour prendre possession d'une arme, un couteau de cuisine classique. Et il semblerait qu'il ait repris le chemin pour se rendre à l'hôpital. Et là, ma petite sœur qui descendait d'un taxi et qui rentrait chez elle de 200 mètres qui la séparait de son appartement, le rencontre dans la rue. Et là, il y a une altercation qui a été assez bien entendue par les voisins parce que c'est une rue avec des pas de porte. Et il y a énormément au moins 5 personnes, 5 témoignages qui ont pu donner des indications sur l'altercation. Et donc là, au cours de cette altercation, il lui assène un seul coup à la gorge. La lame du couteau se brise au contact de son omoplate. Et les gens qui voient l'assassinat voient un homme monter en marchant et une fille courir plus bas. Et au bout de 500 mètres, elle s'est effondrée sur le trottoir. Et donc, elle est décédée à cet effet. C'est que le couteau était entré dans le cou jusqu'au cœur? Jusqu'au cœur, jusque dans les poumons. Le jugement est en cours? Oui, tout à fait, il y a l'instruction en cours. Si cet homme est reconnu non responsable, irresponsable par la justice? Tout ça, ça reste déjà tout ça est au conditionnel, hein. Tout à fait, oui. Parce que, en mon sens, si vous voulez, il était auxiliaire dans l'éducation nationale. Il avait arrêté cet emploi en mai, à la suite d'une dépression. Et je trouve que voilà, la chute vers cet état maladif, schizophrénique, il y a tellement de paliers dans ces mots d'esprit qu'on a du mal après à cerner le vrai fond du problème. Mais j'ai l'impression que dans l'aspect de l'appel à l'aide qu'il a demandé à l'hôpital et qu'il n'a pas été pris en charge à ce moment-là, la volonté d'aller chercher un couteau montre quand même qu'il avait une part de lucidité dans son discernement. Tout à fait. Pour vous, il est pas... Enfin, pour vous, vous savez pas pour l'instant. S'il est avéré malade, par exemple, comment vous... S'il est avéré malade, raison pour laquelle l'hôpital est en cause, parce qu'en ce moment-là, s'il est malade, moi, si je m'en vais voir un médecin, que je lui dis que j'ai mal aux dents, j'ai la joue enflée, on ne va pas me dire que je boite, ou alors que je n'ai rien, repartez, revenez voir demain. S'il est avéré qu'il est malade, alors l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est finalement l'hôpital qui a mis la vie de ma fille en danger. Et donc vous vous retournerez contre l'hôpital dans ce cas? Ah oui, corps et âme. Ça vous aide à vivre? Depuis ce jour-là, je ne vis plus. Je suis dans la souffrance totale, je ne vis plus. Je ne vis plus une vie basculée. Ma fille, elle avait tant d'avenir. Elle était actrice. Elle a joué son premier rôle. Elle venait d'avoir un bébé. C'est la souffrance totale. L'hôpital qu'on a eu au téléphone reconnaît que cet homme s'est présenté avant,
le crime, l'accident, l'incident, je ne sais pas comment on veut dire. Tout à fait, mais ne reconnaît pas qu'il a dit internez-moi. Donc voilà, voilà, c'est en discussion et c'est pour ça qu'on en parle au conditionnel aujourd'hui. Christophe, est-ce qu'il y a des moments où vous auriez pu être dangereux, où vous auriez pu être celui qui sort le couteau et qui frappe? Non. On ne sait pas. Non, je dirais que c'est... j'ai eu de temps en temps ce couteau à cran d'arrêt dans ma poche. Jamais j'ai eu la moindre idée de m'en servir. Et de toute façon, c'était... j'avais à aucun moment aucune espèce d'agressivité contre qui que ce soit. C'était plus de l'autoprotection. Oui, c'est au cas où on vous agresserait. Ouais. Alors, si quelqu'un m'avait agressé dans la rue, m'avait fait je sais pas quoi, peut-être que j'en sais rien. Heureusement, ça n'est jamais arrivé. Je remercie Rose pour son courage. Je vous souhaite bon courage pour la suite aussi, madame, parce que vous méritez. Et j'espère qu'on vous aura éclairé un peu plus sur les troubles psychiatriques et la situation dans laquelle se trouvent les proches. Qu'est-ce qu'on doit faire? Difficile. Bonne journée, à bientôt.